Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment honorée aujourd'hui. Je reçois Albert Bissada. Albert Bissada, il est maître PNL, maître en hypnose, en yoga. Il facilite aussi des thérapies par la constellation familiale. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. C'est vraiment un aide de cœur et de mission et il est vraiment présent pour vous. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est présent, c'est un être de service et il a des outils incroyables pour nous aider à évoluer, dont l'hypnose, dont le yoga, le pranayama et en fait toutes les déclinaisons du yoga et de l'hypnose et de la PNL. Alors, sans plus tarder, je vous le présente et je le laisse se présenter et nous parler un peu de son parcours. Bonjour Albert. Allô Nathalie. Merci pour cette présentation. C'est touchant de, comment dire, entendre ce que les gens reçoivent de ce que l'on donne. Alors moi, mon parcours, il a commencé il y a longtemps, quand j'étais ado en fait. Et j'ai lu le livre Siddhartha de Hermann Hesse. Et c'est un petit boujou d'un livre. Hermann Hesse, c'est un prix Nobel de la littérature. Et puis ce livre-là, il sort vraiment de son autre, de ses autres livres, de son corpus. Et ça parle du voyage de quelqu'un qui vivait dans le temps du Bouddha et qui a côtoyé le Bouddha, mais qui a choisi son propre chemin. Mais ça propose, tu sais, les valeurs et les principes du bouddhisme et de la spiritualité. Puis quand j'ai lu ce livre-là, j'ai su qu'un jour, j'allais dédier ma vie à ces principes et ces valeurs. Et puis là, quand j'ai eu 25 ans, j'ai fait mon premier cours de Vipassana et j'ai senti comme un gong sonner où j'ai compris que ça y est, ça commençait, mon cheminement commençait. Et puis là, je me suis mis à pratiquer de façon assidue et vraiment engagée la méditation. Et puis j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis petit à petit, enfin, un immense monde s'est ouvert, une sorte de quête à la découverte de ce que nous sommes, la conscience, notre potentiel, l'invisible, la profondeur de l'être humain, du cheminement de l'être humain. Et donc là, j'ai croisé la pratique du yoga, je me suis mis au yoga. Et puis je suis arrivé à un point dans ma pratique de yoga où j'ai compris qu'il y avait pour intégrer les prochains niveaux de principes, tu sais, au-delà de la parole et au-delà du mental, il fallait que je commence à l'enseigner. Alors, je me suis mis à enseigner le yoga. Et puis, c'était vraiment merveilleux, tu sais, d'ouvrir ces canaux. Je me sentais vraiment porté par quelque chose de plus grand que moi, enfin, vraiment dans une continuité. J'ai eu la chance de rencontrer des grands maîtres de yoga, des maîtres sincères, profondément engagés dans cette voie-là et ils ouvraient des portes pour moi et je sentais que ils me remettaient quelque chose que moi j'avais à remettre. Donc c'était vraiment une belle période de ma vie, enfin, dans la fin vingtaine, jeune trentaine, où je découvrais ce langage-là, tu sais, et j'étais émerveillé de découvrir que je pouvais en faire je pouvais en faire mon gagne-pain. C'est-à-dire que le collectif, le monde était rendu à un point où les gens avaient soif de ça. C'était le début de la montée tu sais, de la culture du yoga à l'Occident. Quand j'ai commencé à enseigner, il y avait trois, quatre studios à Montréal. Puis 5 ans plus tard, je crois qu'il y en avait plus d'une vingtaine, puis aujourd'hui, il y en a tellement, on ne peut plus les suivre. Mais c'était vraiment, j'étais porté par une vague. Et puis en enseignant le yoga, je voyais les expériences que les gens avaient, tu sais, des expériences d'intériorité, des expériences d'ouverture, de transformation, de lâcher prise, tu sais, de défaire leur armure, de découvrir et expérimenter quelque chose de plus grand qu'eux qui les traversait. Et puis, j'avais déjà une fondation très forte en méditation et ce que les gens aimaient particulièrement de mes cours, c'était un sentiment une atmosphère de profondeur et de méditation. Puis je commençais toujours avec une relaxation profonde et je finissais avec une relaxation profonde.
Puis, j'oublierai jamais, il y a un jour en particulier où j'avais une grande salle, là, 30 personnes allongées dans un état de transe profonde, ce qu'on appelle le yoga nidra. Mais en gros, je ne le connaissais pas encore, mais en gros, c'est un état hypnotique. Puis je sentais il y avait une puissance, il y avait une énergie. J'avais l'impression que je pouvais la sculpter, qu'elle était tellement tangible, mais je ne savais pas quoi en faire. Je sentais que ça me passait entre les doigts. Et puis là, je suis tombé sur un livre d'hypnose. Et puis là, j'ai compris en lisant ce livre qu'il y avait des outils de langage, puis d'images, et puis de métaphores, et puis de suggestions, où je pouvais vraiment profiter de cet état-là pour vraiment générer des expériences encore plus profondes et transformatrices. Alors là, j'ai plongé dans l'univers de l'hypnose, et puis là, c'était la porte de l'inconscient, puis les principes de l'inconscient. Et puis là, il y avait vraiment, comment dire, un sentiment d'émerveillement. Oui, là, j'ai découvert l'inconscient et j'ai commencé à étudier tout ce qui pouvait me permettre de mieux connaître l'inconscient, les psychanalystes, la psychologie, Freud, Jung, le domaine symbolique. J'ai étudié le tarot de Marseille, j'ai étudié les rêves. Et par l'hypnose, j'ai découvert la PNL, j'ai commencé à étudier la PNL. Et dans la PNL, je suis tombé sur un autre livre qui s'appelait Métaphores dans la tête, avec le langage propre. Et parce que justement, là, je faisais de l'hypnose et j'adorais ce qui se passait. Je pouvais, comment dire, offrir à l'inconscient des suggestions et des messages pour emmener une réorganisation des schémas intérieurs, mais je voulais plus. Je voulais un échange avec l'inconscient. Je voulais que l'inconscient me parle de ce qu'il portait. Et puis l'outil du langage propre, ça me permettait ça. Et donc là, j'ai plongé dans ce travail-là. Et c'est comme ça que j'ai finalement rencontré Nathalie Hamelin qui m'a invité à enseigner cette technique à son école. Et le langage propre, enfin, en anglais, on dit le clean, et ça se connaît même au Québec comme le clean. C'est un outil véritablement magique. C'est des questions qu'on appelle neutres ou propres. Et propre, c'est une métaphore pour dire qu'on ne salit pas nos questions avec nos tendances à projeter et imaginer quelque chose de l'autre. Parce que notre perception de l'autre est tellement filtrée par nos croyances qu'on on ne peut pas voir l'autre sauf à travers nos filtres. Alors, entre ce que la personne est, puis ce que l'on voit, puis ce que l'on croit voir, il y a toutes sortes de distorsions qui se créent. Et donc, quand on communique, notre langage est imbibé de ces distorsions. Et donc, l'outil de langage propre est une façon de communiquer qui perce tous ces filtres et permet une vraie rencontre avec l'autre. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est un outil, je pense, qui est indispensable pour quiconque qui fait du travail interpersonnel ou en relation d'aide ou en coaching. Parce qu'avec cet outil-là, tous les autres outils sont amplifiés dans leur capacité d'ouverture et de changement. Et puis, enfin, c'est-à-dire, il y avait toujours toutes sortes de découvertes qui se faisaient en cours de route, mais là, à un moment donné, je suis arrivé à une sorte d'observation de ce qui se passait avec mes clients. Il y avait des clients qui venaient me voir, et puis je dirais que 98% des clients avaient une vraie, super belle séance avec moi, avec plein de prises de conscience. Et puis là, ils sont, comment dire, inspirés par la séance. Et puis, il y en a que quand ils rentraient chez eux, il y avait un schéma qui était réglé. C'est-à-dire, il y avait un changement de comportement, il y avait un changement de croyance, changement de perception où ils étaient vraiment autre chose. Et c'était vraiment, vraiment miraculeux, extraordinaire. Par contre, il y avait des gens qui venaient à la séance, puis vivaient une super belle séance, mais en rentrant chez eux, ils revenaient exactement au même comportement et au même schéma. C'était comme si ça disparaissait comme un rêve. On se lève le matin, puis la séance était partie. Ça n'avait aucune vraie empreinte sur eux. Et puis là, la majorité des gens, donc ça, c'est les extrêmes, ils vivaient des prises de conscience, ils avaient comme une ouverture, puis s'ils l'appliquaient consciemment, puis se mettaient à l'œuvre,
Mais là, ils installaient un changement. Alors là, moi, je me suis même posé, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que celui-là est transformé, c'est fait en une séance, il rentre chez lui, puis c'est réglé. L'autre personne, il ne se passe absolument rien. Hein, et puis là, la plupart des gens, enfin, ils doivent le travailler. Et puis là, j'ai pu remarquer que ce qui se passait, c'est que dans la séance, ils faisaient des prises de conscience. Il y avait des liens qui se faisaient. Tu sais, il y avait vraiment un élargissement. Mais en rentrant chez eux, si, avec cette prise de conscience, ils le mettaient en action, ils agissaient et le moteur de cette action-là était porté par l'inspiration de la prise de conscience. Mais là, cette prise de conscience-là s'installait vraiment dans leur système nerveux et dans leur façon de faire. S'ils attendaient, à un moment donné, la prise de conscience, elle s'évaporait, elle devenait loin. Tu sais, c'était une mémoire de quelque chose de beau, mais c'était plus accessible. Ben là, ça se perdait. Tu sais, c'est pour ça que la plupart des gens, ils ont une prise de conscience, mais ils doivent l'appliquer en répétant ces gestes-là. Mais là, ça pouvait vraiment s'installer dans un vrai changement. Alors là, j'ai compris que pour le changement, il fallait se mettre en action, mais une action inspirée par cette nouvelle compréhension. Alors, je me suis mis à se poser la question, comment je vais faire pour qu'ils rentrent en action, tu sais, dans mon bureau? Tu sais, c'est artificiel, quand mon environnement sont loin de leur vie, tous les enjeux de leur vie. Et là, j'ai compris que s'ils ont besoin d'entrer en action, ils ont besoin d'acteurs. Ils ont besoin d'agir, tu sais, dans la séance. Alors là, en réfléchissant, je me dis comment je vais faire. Là, je vais faire des séances avec du monde. Je vais faire venir du monde. Et là, j'ai commencé à expérimenter comme un laboratoire. Tu sais, quelqu'un voulait faire un travail, puis plutôt que de faire le travail seul, en hypnose, en visualisation, en PNL, je faisais venir du monde. Et là, je faisais des mises en scène. Puis là, la personne pouvait exprimer, se déployer au fur et à mesure que la prise de conscience venait. Elle pouvait vivre un petit peu la difficulté parce que c'est souvent relationnel d'une façon ou d'une autre. Et dans le contexte de la difficulté, emmener quelque chose de nouveau. Et là, ça y est, j'ai commencé à faire du travail de constellation, mais ce n'était pas encore de la constellation familiale comme la tradition de constellation familiale, mais j'allais dans ce sens-là. Alors là, je me suis mis à rechercher ça. Tu sais. J'étais déjà en route, mais voir ce que les gens font. Et puis, je suis tombé sur le travail tu sais, du père de la constellation familiale, Bert Hellinger, et je me suis mis à lire et étudier ses livres. Enfin, j'ai pris quelques cours, mais je n'ai pas vraiment raisonné avec l'enseignement qui se donnait parce que ça ne touchait pas à l'essence que je trouvais dans les livres. Alors, j'ai vraiment plongé dans tous les livres que je pouvais trouver. Et puis, je me suis mis à l'offrir. Et puis, la constellation familiale, enfin, c'est un travail comme aucun autre. Parce que c'est très mystérieux là, pour les gens qui ne connaissent pas. Enfin, juste pour décrire un petit peu le processus, la Ouais. personne qui va venir faire un travail, elle va demander à quelqu'un qui va la représenter, puis elle va la mettre au centre de la pièce. Et puis là, elle va demander à des gens qui vont représenter certains membres de sa famille, père, mère. Puis elle va la placer d'une façon spatiale autour d'elle, c'est-à-dire la personne qui la représente, pour refléter la dynamique des relations. Et puis là, on va se retirer un petit peu, et puis les gens qui sont au centre de la pièce, ils vont commencer à sentir des choses. Simplement en étant, ça active ce qu'on appelle le champ. Enfin, Bert Hellinger, il appelait tout court le champ, the field, mais d'autres, par après, l'ont appelé le champ morphogénique, je crois. Y a un scientifique en Angleterre, comment il s'appelle, qui s'appelle Rupert Sheldrake, qui a parlé de ce phénomène-ci, qu'il y a autour de nous un champ d'énergie et d'information auquel on a constamment accès et auquel on fait des lectures. Il y a comme un échange d'informations auquel on ne s'en rend pas compte parce que ça se passe à un niveau inconscient. Il parle d'un exemple de ce phénomène. C'est quand on marche des fois, puis on sent quelque chose derrière nous, puis on se retourne, puis on voit que quelqu'un nous regarde. Et ça, c'est un phénomène que tout le monde a expérimenté. Ou quand on regarde quelqu'un, puis on se pense discret dans un café, tout d'un coup, elle se retourne, elle sent on nous regarde. D'où ça vient, ça? Et ça, c'est un phénomène qu'on a tous expérimenté. Mais c'est parce qu'il y a des forces et des principes invisibles autour de nous. Et ce travail de la constellation familiale s'appuie sur ce champ-là. Et fondamentalement, les principes de ce travail-là, c'est qu'on n'est pas l'individu que l'on croit être. Déjà, on découvre en hypnose et en PNL qu'on est le somme de nombreuses parties. Mais de ces parties, il y a un père intérieur, une mère intérieure, une sœur intérieure, un frère intérieur.
Et puis, ces parties-là, ils sont positionnés autour de nous, sans même qu'on s'en rende compte. Et en fait, on est une constellation de ces interrelations familiaux. Et partout où on va, elle nous donne des permissions d'agir ou elle nous donne des restrictions. Et par une sorte de fidélité invisible à ce champ-là, à ces relations-là, on entretient des enjeux de croyances familiales. Et ces enjeux de croyances familiales, elles sont prioritaires sur nos besoins, nos envies individuelles. Et selon Bert Hellinger, cette fidélité-là, elle va nous restreindre ou nous donner des permissions de s'épanouir d'une façon fondamentale. C'est-à-dire, si on souhaite quelque chose de tout notre cœur, par exemple, on veut s'épanouir dans un certain domaine, mais à un niveau très inconscient, on sait que en s'épanouissant comme ça, on va transgresser quelque chose dans notre lien parental de père ou de notre mère. Peut-être qu'eux, ils avaient eu ce même souhait, mais ils ne se sont pas permis pour aussi une fidélité, tu sais, d'une relation antérieure, ou ils ont échoué, par exemple. Ils ont essayé, puis ils ont échoué. Et donc, en essayant et en échouant, on confirme et on renforce ce lien-là parental. Et ça comble quelque chose en nous, un besoin d'appartenance qui est fondamentalement plus grand que le besoin de s'épanouir et réussir. Et donc, la seule façon qu'on peut vraiment se donner la permission de prendre notre chemin unique, c'est d'avoir la sorte de bénédiction de la constellation familiale. Et donc, c'est ce qu'on fait dans le travail de la constellation familiale, c'est qu'on rend ces liens invisibles visibles. Et c'est vraiment une sorte de canalisation qui se passe. Et ça, ça, comment dire, ça dépasse les lois de la logique, mais c'est un phénomène et un événement tellement saisissable auquel tout le monde qui y participe témoigne. Tu sais, l'autre jour, j'ai donné un atelier ce dimanche et il y avait quelqu'un qui était venu représenter la mère de quelqu'un. Et puis là, d'un coup, la personne, elle vient en avant et puis là, elle sent son bras figé. Ah, j'ai le bras figé, tu sais, c'est parce que c'est très sensoriel. Et puis, la séance se déroule. Enfin, la séance, la constellation va révéler des sortes de contraction, des tensions, des conflits, puis par une sorte de réorganisation du schéma des formes, on emmène une harmonisation. Après, la personne disait, ma mère, elle avait été mise dans un, tu sais, dans un centre, et puis elle avait eu un AVC, puis elle avait été figée de tout son côté gauche. Tu sais, cette personne-là, elle n'en a aucune idée, mais d'un coup, en jouant ce rôle, elle commence à vivre ces choses-là. Et les gens sont traversés par des enjeux émotifs qui véritablement ne leur appartiennent pas. Tu sais? Et puis, c'est-à-dire, c'est une source d'information tellement riche, tellement pertinente, tellement merveilleuse, tellement magique, qui emmène toutes sortes de révélations de ce qu'on est vraiment et qui apporte des résolutions auxquelles on n'a pas accès autrement. Enfin, et donc, oui, c'est un travail qui m'inspire énormément. Merci. Donc, tu as déjà répondu à d'où vient tout ce travail et cette étude et ce développement et cette évolution et toute la façon dont tu utilises ces outils-là. Euh, là, pour, euh, pour encore plus de compréhension, donc là, on vient de comprendre comment ça fonctionne la constellation familiale, en fait, les bases d'une certaine façon. Donc, donc, quelqu'un, par exemple, qui vient te voir en individuel, parce que là, tu as plein d'outils, tu as l'hypnose, Oui, tu as la PNL, puis tu as les constellations, puis tu as même la lecture de rêve qui vient travailler avec l'inconscient. J'imagine, là, tu pourras nous oui, en bien sûr. parler Mhm, mhm. euh, peut-être juste après. Euh, comment tu peux aider, comment ça fonctionne? Ces outils-là, tu les utilises comment, en fait, pour Écoute, aider ces gens-là à aller vers leur... ça dépend de l'objectif ou est-ce que ça dépend de la problématique? c'est une bonne question. Certaines personnes ont certains désirs, ils aiment travailler de certaines façons.
euh, ils vont venir vers moi parce qu'ils ont expérimenté quelque chose avec moi dans une des formations que je donne et ils vont vouloir un travail particulier. Donc là, par exemple, il y a des gens qui veulent explorer, faire quelque chose avec le langage propre, ce qui va leur permettre de découvrir parmi leurs métaphores intérieures, puis comment en touchant leurs métaphores intérieures, ils peuvent avoir accès à des parties d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à toucher de façon consciente. La métaphore ou le symbole, ça sert à ça. Mais si, par exemple, une personne venait comme ça, écoute, ça dépendrait de comment elle s'exprime. Souvent, je vais demander à la personne si elle a rêvé dernièrement et puis de me partager ses rêves. Parce que, enfin, une des citations qui est le plus connue de Freud, c'est les rêves, c'est la voie royale de l'inconscient. C'est-à-dire, les rêves sont une communication directe, avec aucun filtre de l'aspect rationnel conscient de la personne. Et donc, les images et les formes que nous présentent nos rêves sont extrêmement pertinentes et ont énormément de résonance pour la personne. Mais c'est dans un langage qui est abstrait pour l'esprit conscient. Et ça demande quelques outils pour les décortiquer et de vraiment reconnaître toute la valeur que ces images ont. Mais c'est chargé d'informations, même une petite brindille de rêve. Donc, quand les gens arrivent avec des rêves, c'est extrêmement utile à voir un petit peu les enjeux de ce qui se passe et plus que les enjeux, parce que chaque rêve aussi montre une piste d'ouverture. Chaque rêve va offrir une voie vers une résolution quelconque. Si on a la bonne clé pour saisir un petit peu le sens du rêve. Mais il y a presque toujours, dans toutes les thématiques, des enjeux familiaux et transgénérationnels. Et donc, il y a des grandes lignes, si on veut, de thématiques qui habitent tout être humain. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de règle absolue, mais dans les généralités, lorsqu'une personne souffre d'une sorte de mauvaise estime de soi, elle se ronge de l'intérieur et son langage intérieur, il est profondément critique et rabaissant. Elle ne se sent pas digne d'amour-propre. Quand elle souffre d'un manque d'amour-propre, c'est souvent lié à quelque chose du féminin et du maternel. C'est symboliquement dans les contes. Les contes sont un exemple d'un vocabulaire symbolique. C'est un des grandes sources d'inspiration, c'est le mythologiste qui s'appelle Joseph Campbell, que je recommande à tout le monde de connaître son travail. Et puis, il y avait une belle citation qui disait « Les mythes, ce sont les rêves collectifs et les rêves nocturnes, ce sont les mythologies personnelles. » Et donc, quand on regarde un conte, puis on le regarde comme si on regardait un rêve, où chaque élément du conte reflète une partie de soi ou une tendance de forme pensée. On voit dans beaucoup de contes, la mère, elle est décédée, et puis là, il y a une belle-mère sévère, n'est-ce pas? Et on peut se demander comment se fait-il, si on regarde avec la lentille du féminisme, on pourrait dire que c'est une sorte de tendance patriarcale, mais ça, c'est une incompréhension de la valeur symbolique des symboles des contes. Il y a quelque chose de l'être humain qui doit accepter et affronter la perte de l'enveloppe idyllique, que le fœtus vit. Et donc, symboliquement, c'est la naissance au monde, c'est la perte de la mère tout enveloppante de l'amour inconditionnel. Et la rudeur de la vie, auquel fondamentalement on doit assumer, c'est comme notre quête de héros, on doit vivre, ça représente cette mauvaise belle-mère qui nous torture. Et donc, quand on a une voix intérieure, comme Cendrillon, qui
qui se fait abuser, tu sais, ça, c'est le reflet justement d'une relation maternelle qui est, comment dire, problématique en quelque part, une blessure par rapport à ce niveau-là. En quelque part, et là, c'est une piste à creuser. Quand la personne elle a la difficulté à vraiment se déployer dans la vie, tu sais, à vraiment assumer son rôle, sa mission et aller vers de l'avant, avoir de la discipline et de l'engagement, et bien là, on a quelque chose qui est souvent lié au masculin, tu sais, au paternel, et une blessure à ce niveau-là. Et les rêves, symboliquement, c'est comme des contes, ils vont nous raconter ce genre d'histoire. Et on peut non seulement voir les thématiques, mais les éléments de solution qui restent cachés en quelque part, qu'on peut commencer à permettre une sorte d'émergence et d'y donner plus d'attention. Alors, si on a les rêves, c'est utile, mais sinon, en posant des questions, il y a un langage que la personne va utiliser pour se parler d'elle-même ou parler de sa problématique. Et quand on creuse, on peut voir que ce langage-là, il a une histoire dans la famille. Tu sais, elle a hérité d'une part, c'est-à-dire elle a une façon de se parler à elle-même. Et curieusement, le père a cette même façon de se parler de lui-même. Et puis là, ça remonte à quelque chose. Alors, même dans un travail individuel ou même en hypnose, on peut aller par la visualisation, aller rencontrer justement ces figures intérieures. C'est quoi le père intérieur qui m'habite? Tu sais, le père intérieur ou la mère intérieure, elle est très différente du personnage qu'on appelle notre père et notre mère. Tu sais, parce que nos parents aussi, ils évoluent. Et donc, dans l'enfance, on a eu un certain père et une certaine mère. Et puis, en quelque part, en nous, dans notre inconscient, la façon on se, comment dire, euh, on se soutient, c'est-à-dire comment on fait la mère pour soi, comment on fait le père pour soi, va être à l'image de ses parents d'enfance. Alors, les blessures que nos parents portaient, qui les ont restreints dans leur capacité de nous aimer, comme ils auraient sûrement aimé nous aimer, tu sais, restent avec nous, et puis nous, on entretient dans notre voix intérieure ces façons de faire. Alors souvent, par la visualisation, je vais aller, comment dire, on va aller rencontrer ce père-mère intérieur-là. On peut faire un travail de constellation si on veut, mais par la visualisation ou simplement par l'hypnose, aller voir ce que l'enfant n'a pas eu, mais plus que ce que l'enfant n'a pas eu, ce que le parent n'a pas eu, pour pouvoir être ce que le parent voulait être, pour que l'image intérieure du père ou de la mère puisse évoluer. Parce que finalement, c'est nos voix intérieures qui nous portent sur notre chemin. Et les voix qui nous encouragent ou nous découragent, elles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à ces figures-là. Et puis souvent, ça remonte. C'est à quelque chose de plus vieux, les grands-parents ou peut-être même les arrière-grands-parents. Et s'il y a eu une blessure, tu sais, là j'avais une cliente la semaine dernière qui vivait une situation dans son travail où elle avait une réaction démesurée. Puis ça la troublait énormément. Il y avait eu un changement de patron, puis son nouveau patron, il l'insécurisait. Mais elle était tellement secouée qu'elle voulait quitter le travail. Et puis là, ça lui ramenait à une relation paternelle où, quand elle était tout jeune, elle avait un jugement trop, tu sais, profondément sévère de son père. Et toute la figure paternelle était profondément sévère. Et puis là, en explorant, euh, mais là, il s'est avéré qu'elle avait eu une grand-mère qui avait subi la Deuxième Guerre mondiale en Europe, et puis qu'il y a eu des moments où elle avait dû mettre ses enfants dans une petite carrosse et faire le tour du village pour demander à manger. La vie était tellement rude, tellement dure que... Et puis, elle avait subi une sorte de trahison en quelque part, et puis n'était pas capable d'aimer le fils. Elle avait inculqué à son fils que la vie était dure, le fils était devenu dur et donc lui était devenu sévère et puis là, elle réagissait énormément. Et donc là, aller porter des ressources à toute cette lignée, il avait emmené un énorme soulagement où elle pouvait se détacher de l'événement et puis de le regarder de façon beaucoup plus objective et rester en contact avec ses ressources. Donc, Wow. c'est une sorte de regard sur qu'est-ce que nous sommes comme êtres humains, tu sais, qui m'alimente avec tous ces différentes formes de travail. Et c'est sûr qu'à travers tout le travail que je fais, j'utilise la technique de langage propre. C'est-à-dire, parce que ça permet de vraiment questionner
et faire relever ce qui est propre à la personne. Tu sais, en tant que tout intervenant, il faut toujours être aux aguets, c'est comme ça qu'on dit, de ce que nous, on veut pour la personne, et ce que nous, on croit qui est mieux pour la personne, et ce que nous, on croit qui est mal pour la personne. Il y a toujours une tendance à distordre il faut une vigilance constante de cette tendance-là pour véritablement permettre l'autre d'être dans son univers et dans sa carte du monde. Tu sais, c'est très surprenant, c'est quoi les ressources que la personne a besoin. Tu sais, par exemple, si une personne se sent figée, tu sais, elle dit, je ne peux pas avancer dans ma vie, je suis figé. Tu sais, là, on peut vouloir que la personne défige. Et puis là, commencer à aider la personne à se défiger. Mais elle est figée pour une raison. Ce n'est pas pour rien qu'elle est figée. Il y a quelque chose d'intelligent en étant figée. Puis au contraire, peut-être que figée, c'est une tentative de s'enraciner. Puis elle n'a pas vraiment envie, métaphoriquement, d'avancer. Elle a envie de se stabiliser et puis de découvrir une ressource, tu sais, de ce qui se trouve dans la terre. Et puis en trouvant quelque chose dans la terre, s'épanouir vers le haut, tu sais. Mais de présumer que quand elle est figée, elle veut défiger, c'est une sorte de tentation. C'est une tentation du coach à imaginer ce qui est mieux pour le client. Et donc, c'est pour ça que le langage propre, peu importe le travail qu'on fait, est tellement utile et important. Mais enfin, pour revenir à comment je travaille avec les gens, tu sais, je vais beaucoup travailler avec l'hypnose et en transe parce que dans cet état-là, on a plus accès à ce qui est vrai en nous. Des fois, je vais même faire un travail plus constellation où j'ai des petits pions et on va positionner sur une table, c'est la configuration de sa famille, puis on va permettre à la personne d'habiter les différents rôles pour voir un petit peu les enjeux, puis permettre des développements. Enfin, ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre. Ouais. Alors, je comprends bien. Puis là, ça, c'est intéressant, le langage propre, peut-être juste pour... c'est une façon, en fait, d'amener l'autre personne à parler à travers des métaphores pour qu'à ce Ben, moment... pas tout à fait. C'est-à-dire, la métaphore, c'est une forme d'expression qui est profondément en résonance avec le non-verbal. On a des habitudes de communication et ces habitudes de communication-là reflètent les habitudes par lesquelles on perçoit et par lesquelles on se comporte, qui sont souvent liées à des schémas répétitifs. Et donc, si on communique de façon habituelle, on va rester dans le champ du problème parce qu'il y a des stratégies super intelligentes pour habiter avec le problème malgré qu'elle est souffrante et même l'entretenir. Et donc, le langage propre, c'est une façon de communiquer qui permet à la personne de rencontrer ce qui lui habite à l'extérieur de ses schémas habituels et de communiquer avec elle dans son langage à elle, de répéter ses mots et de poser des questions qui vont emmener son attention vers son monde intérieur. Et inévitablement, au fur et à mesure qu'elle rentre dans son monde intérieur, elle va commencer à en parler en métaphore et en symbole. Elle va commencer à communiquer de façon où ce qu'elle dit a énormément de résonance avec elle. Tu sais? D'accord. Mhm. Merci. C'était très instructif et on comprend plus maintenant. Et si c'est vraiment intéressant, euh, j'ai envie de te demander euh, maintenant, tu sais, dans l'événement dans lequel on se trouve en ce moment, c'est un événement sur l'éveil au bien-être. Euh, donc la PNL, l'hypnose, la lecture des rêves, le yoga, la méditation. Et les constellations familiales sont tous des outils pour accéder éventuellement à un mieux-être. Et j'ai envie de te demander, euh, et ça peut être les constellations familiales, mais ça peut être un autre sujet parce que tu touches tellement d'outils. Qu'est-ce que tu pourrais donner peut-être comme ressource, comme outil pour les gens en ce moment qui nous écoutent déjà, de plus de compréhension sur atteindre un certain bien-être?
Dans le mois C'est-à-dire de ici, décembre. maintenant? Qu'est-ce que Ici, dans le mois de décembre, quand les gens Non, mais je veux dire, est-ce que tu vont me demandes qu'est-ce qu'ils peuvent faire en écoutant notre partage oui, c'est ça. maintenant? En Ou écoutant notre partage maintenant, parce que déjà, tu en as donné beaucoup d'outils. Mais je me dis, est-ce qu'il y a autre chose avec tout ce que tu sais qui pourrait les aider? Et sinon, et si dans, parce il y a deux volets à ma question. Il y a la question outils, s'il y a des choses qui te viennent, mais aussi dans un contexte de bien-être et de mieux-être. Là, tu nous l'as quand même bien expliqué, mais la constellation familiale, euh, écoute, c'est-à-dire si j'avais un bout de conseil à donner à quelqu'un qui veut sortir de sa douleur, sa souffrance, veut progresser vers sa mission, ça serait d'abord de comprendre que tout ce qu'ils sont, tout ce que nous sommes est, est intelligent. C'est-à-dire, on est, en tant qu'humain, des canaux de quelque chose de plus grand que nous. Qu'on sache ou non, qu'on y croit ou non. Et même les comportements qui nous posent le plus de problèmes dans notre vie, c'est les mauvais comportements, les addictions, les réactions, elles ont une fonction bénéfique dans l'entièreté de ce que nous sommes. Si on imagine que l'être humain est comme un système qui a son premier besoin, c'est d'entretenir son équilibre. Et même les parties de nous que l'on croit qu'on devrait changer participent à entretenir cet équilibre. Et, et l'idée que l'on doit se battre contre soi-même, se confronter ou changer des choses, nous pousse vers un déséquilibre que le système en nous va opposer et va montrer des résistances pour entretenir. Et donc va garder et même renforcer ces comportements, ce qu'on appelle négatifs. Et donc la chose la plus radicale et révolutionnaire et transformatrice qu'on peut faire, c'est véritablement de s'accepter comme on est. Vraiment, vraiment s'accepter dans l'entièreté de notre être. Et cette acceptation, elle apaise et elle soulage quelque chose qui permet et donne plus de malléabilité à ces parties-là qu'on pourrait appeler problématiques pour qu'elles révèlent leurs fonctions positives et peuvent alors être assimilées. Souvent, comme certains de nos comportements négatifs, elles sont justement une affiliation à quelque chose qui est insaisissable, insaisissable. Cette partie de nous qui réfléchit, qui raisonne, elle n'a simplement pas accès. Et donc, elle doit céder. Elle doit céder qu'elle ne peut pas comprendre. Mais quand, comment dire, quand on cède comme ça, ça nous donne accès à un champ plus large que nous, qui est profondément vivant. Et puis là, une sorte d'énergie en nous peut alors se déployer et aller vers là où elle souhaite aller. C'est-à-dire, la vie même est dans un processus d'évolution. Et nous, on fait partie de cette évolution-là. Et on met des bâtons dans les roues de cette évolution-là. Et donc, quand on arrête de mettre des bâtons dans les roues, il y a un mouvement inné qui est déjà là. On n'a pas besoin de créer le moteur pour avancer dans notre vie. On a juste besoin d'arrêter de se mettre les bâtons dans les roues. Et puis on découvre nous-mêmes la puissance de nos ressources intérieures. C'est-à-dire, on ne sait pas à quel point on a des forces intérieures et on est porté par... en même temps qu'on a un héritage problématique, on a aussi un héritage de ressources et de forces intérieures. Et chaque être humain est la preuve de la persévérance et les capacités de survie et de force de nos ancêtres. On est la preuve d'une sorte de mouvement victorieux. Et donc, c'est recevoir ces cadeaux-là. Si on est dans une opposition avec des parties de nous-mêmes, c'est-à-dire si on tente de... le comportement négatif a dans son revers un élément profondément positif.
Et de refuser l'élément négatif, c'est de refuser l'élément ressource qu'elle contient. Et cette ressource est un trésor. Et donc, de s'accueillir, même dans ce qu'on n'aime pas, dans ce qu'on ne croit pas aimer, parce que ça, c'est trop limité, on découvre qu'on peut accepter et recevoir et avoir appui de ressources qu'on n'imaginait pas avoir. Et puis, en quelque part, se laisser porter par elle. Tu sais? L'autre chose que je dirais, c'est de vraiment cultiver consciemment un lien avec quelque chose de plus grand que nous. Tu sais, on sait que notre inconscient a un corps cognitif beaucoup plus large que notre esprit conscient. Et une idée qui est difficile à vraiment mâchouiller, c'est que l'inconscient a une sorte d'indépendance. C'est autonome. C'est comme une conscience seconde, mais plus large que nous, qui a sa propre volonté. Et donc, de se laisser faire porter par cette volonté-là. On peut lui parler. On peut, quand on est dans un cul-de-sac ou une fourche, s'arrêter, rentrer en silence et demander, tu sais, à ce qui est plus grand que nous, en nous. Parce que notre inconscient, c'est-à-dire l'esprit conscient est lié à notre esprit inconscient, qui est profondément large, beaucoup plus large qu'on peut se comprendre. Mais l'esprit inconscient est lié à une conscience collective, qui est liée à une conscience universelle. Donc, on a accès à des couches de conscience qui sont profondément extraordinaires. Et si on s'arrête pour cultiver ce lien-là avec le plus grand, on a accès à plus grand que nous. Nous, en tant que tels, on s'est juste créé les labyrinthes dans lesquels on vit. C'est ce que l'on est. Notre esprit conscient est un créateur de labyrinthes. On peut passer notre vie perdue dans le labyrinthe. Si nous, on croit qu'on est l'agent qui va nous sortir de labyrinthe, on va juste créer une autre branche dans notre labyrinthe. Mais si on s'appuie à quelque chose de plus grand, mais là, on découvre cette partie créateur de nous, puis on peut créer autre chose. À travers nous, se créer d'autres choses. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire c'est comme une permet à l'autre. Quand on s'accepte véritablement pour tout ce que l'on est, on peut reconnaître que tout ce que l'on est vient de quelque chose de plus grand que nous. Et ce plus grand que nous est un réservoir de connaissances et de savoir, mais d'un autre langage. Et en quelque part, notre rôle, c'est de commencer petit à petit à maîtriser ces langages. Comment est-ce que le mystère nous parle? Comment est-ce que l'invisible nous parle? Parce qu'elle nous parle individuellement de façon propre à nous. On est tous un reflet, enfin, une manifestation, tu sais, de la vie même. Tu sais, comme on le sait, là, chaque flocon de neige est unique, chaque être humain, il n'y a personne qui peut être nous. Si personne va être nous, ben nous ne sera jamais. Tu sais, donc c'est à nous d'être nous. Mais ce nous, en fait, c'est quelque chose de plus grand que nous. Et donc, la vie veut que nous soyons, tu sais. Et donc, c'est consciemment se remettre à ça et s'appuyer sur ça pour se faire aider. Quand on est bloqué, on ne sait pas faire, plutôt que de tenter de trouver des solutions, simplement accepter, ah là, je ne sais pas faire. Et je vais m'appuyer à quelque chose d'autre qui sait plus, tu sais. Rentrer, rentrer dans des moments de silence, c'est important. Le silence est fondamental. On ne peut pas fonctionner si on n'a pas quelques moments de silence par jour, tu sais, où on juste se pose et on rentre dans le silence. Il y a plein de techniques pour faire ça, là. Et puis, dans ce silence-là, on peut envoyer une requête précise, tu sais, sachant, avec la conviction que quand je cogne, la porte, elle répond. Tu sais, nos prières sont entendues. Donc, c'est ça que je dirais comme outil. OK. Ça, c'est le plus bel outil. Je pense Oui. que ça, là, je pense que c'est très, 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 très riche et très, très, très puissant, en fait, comme outil. Et merci. Merci vraiment. Je pense que, puis malgré que ça a été dit et expliqué dans un sens où je pense que tout le monde peut comprendre, euh, ouais, dans le silence, c'est là qu'on a accès justement à cette énergie-là qui est là, qui est présente, mais si on est tout le temps en train d'avoir un discours, ben, on n'entend rien. Je résume ça très simplement, mais en bout de ligne, c'était très, 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 très juste. Alors, Albert, pour les gens qui ont envie justement d'explorer, j'ai adoré qu'est-ce que tu as dit quand tu as dit de l'autre côté, il y a il y a tout un univers de ressources. Du côté, on a l'aspect négatif, mais de l'autre côté, il y a toutes les ressources, il y a toute la magie qui peut opérer. S'il y a quelqu'un
des personnes qui ont envie d'aller travailler avec toi pour justement aller explorer ces ressources-là d'une façon ou d'une autre? Comment ils peuvent connecter avec toi? Alors, je fonctionne, j'ai pas de site web. Enfin, je me suis pas mis à ça encore, mais évidemment, ça va venir. Mais pour le moment, je travaille beaucoup avec ma page Facebook euh, professionnelle. Donc, sur Facebook, je m'appelle Albert Béchac Bissada. Je vais Euh, l'inscrire. oui, et puis je monte un groupe Facebook qui s'appelle Experiments in Transformation ou Laboratoire de transformation. Donc, c'est tout ça. Experiments in Transformation, Laboratoire de transformation. Et là-dessus, je vais commencer à mettre des prières, des exercices d'introspection, des exercices de visualisation, des exercices de respiration, des questionnements, des jeux d'introspection. Donc, c'est un projet que je commence là ce mois-ci. Donc, Ah, c'est là où génial. j'inviterai les gens à me retrouver. Oui, Experiments in Transformation, laboratoire de transformation. Parfait. Ces informations-là, moi, je vais les mettre sous les vidéos et sous l'audio aussi. Euh, donc, tous les programmes que tu offres en constellation, ou si les gens veulent travailler en rêve ou en hypnose, c'est à travers déjà ta page professionnelle à ton nom. Et Oui, ensuite, à travers ton groupe aussi, ils vont pouvoir avoir encore plus d'outils de oui. façon de faire. Excellent. Et bien sûr, j'ai un petit bureau à Montréal, en face du métro Vendôme, pour les gens qui veulent venir me voir en personne. Mhm. Ah, ça va faire plaisir aux gens qui sont tannés du virtuel, qui sont à Montréal. Puis je pense que aussi les constellations familiales se donnent aussi en personne. Oui, oui. Et Oh. donc, j'offre une constellation familiale à toutes les 2 semaines à peu près. Je fais une soirée de constellation familiale. Je loue un espace à Notre-Dame-de-Grâce. Et puis, une journée par mois, je fais une journée entière. Puis de temps en temps, je fais même des retraites, un week-end entier. Là, je viens de donner une retraite de constellation familiale à Québec il y a quelques semaines. Enfin, puis Ah, c'est voilà. super intéressant, c'est ça. Puis les gens, en fait, dans les constellations, là, tu m'arrêtes, je me trompe, là, mais on peut être soit le constellé ou vraiment on va voir Albert puis on lui dit, moi j'ai cette problématique-là dans ma vie, j'arrive pas, est-ce que tu peux m'aider dans une constellation où moi je vais pouvoir placer les gens? Mais on peut être aussi l'accompagnateur d'un constellé. Donc, Et c'est ce qu'on appelle un représentant. Et même le représentant. rôle de représentant est profondément riche. C'est Oui. vraiment extraordinaire ce qui se passe. Il y a une humanité qui se lève, un amour pour le voyage humain dans toutes ses épreuves et le sentiment d'expansion. Donc, j'encourage les gens à même de venir en tant que représentant. En soi, c'est transformateur. Des fois, les gens, ils entendent parler de la constellation, puis évidemment, ils veulent tout de suite sauter sur faire une constellation eux-mêmes. Mais évidemment, un atelier de constellation, on n'a pas tant de place. Mais même le rôle de représentant, les gens sont émerveillés par ce qu'ils vivent. Puis c'est pas pour rien aussi qu'on est choisi dans un rôle ou dans un autre, parce que ça atteint nos thématiques en quelque part. Puis par la résonance, on vit des changements aussi. Tout à fait. Pour l'avoir fait, je confirme. Ça fonctionne. Tout est relié. En fait, on est tous reliés à un certain point. Mhm, mhm. Parce qu'on... Merci beaucoup, Albert, pour ton temps, ta générosité et vraiment tous les outils et l'information que tu nous as donnés. À chaque fois que je t'entends, c'est toujours un plaisir et j'ai toujours envie d'aller explorer. C'est comme un monde infini qui s'ouvre devant nous. Mhm, Moi, c'est toujours cet effet-là sur moi. J'ai comme juste envie de me plonger dans plein de choses puis d'aller lire, lire, lire. mhm. Merci énormément. Avec plaisir, Nathalie. OK. À bientôt. À bientôt.